8h20, l'interview politique. Sébastien Krebs, vous recevez la porte-parole du Parti Socialiste, Gabrielle Siri. Bonjour Gabrielle Siri. Merci d'être avec nous dans le studio d'Europe 1 ce matin. Il y a 10 jours, à l'Assemblée, l'ensemble des députés socialistes ont voté contre la ratification du CETA, cet accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Aujourd'hui, des agriculteurs mènent des actions au coup de poing et s'en prennent aux permanences des députés de la majorité en murant leurs locaux, en taguant, en déversant parfois du fumier. Est-ce que c'est la bonne méthode ? Non, évidemment, ces actions sont condamnables parce qu'elles n'avancent à rien. Je pense que de manière générale, ces actions contre les permanences de parlementaires et l'incivilité qui a dégénéré et qui a provoqué la mort tragique du maire de Signes, elles sont l'indication que la figure de l'élu est de moins en moins respectée. Et ça, c'est très inquiétant dans une démocratie. Et sur le CETA, le débat continue. Alors sur le CETA, évidemment, c'est un mauvais accord. Comme vous l'avez dit, l'ensemble des parlementaires socialistes a voté contre. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a une forme d'absurdité à continuer à conclure des traités de libre-échange avec l'autre bout de la planète pour importer des biens que nous produisons déjà sur notre territoire. C'est une absurdité écologique, évidemment, parce que ça mène à une hausse des émissions de gaz à effet de serre, alors que l'urgence est de les diminuer drastiquement. Et puis c'est une forme d'absurdité sociale, notamment pour un certain nombre de producteurs qui subissent une pression à la baisse sur les prix face à des productions qui sont d'ailleurs soumises à des normes moins protectrices en matière de protection de l'environnement et de la santé. Donc il n'y a aucune raison de continuer sur cette logique-là. Vous ne voyez pas d'aspect positif pour les entreprises, par exemple, qui pourront avoir accès au marché canadien en échange de ce traité ? Alors il faut savoir, ça a été assez peu dit, mais que les bénéfices en termes de croissance qui sont attendus du CETA, et ça c'est l'étude officielle de la Commission européenne qui le dit, sont très faibles. C'est 0,02 points de croissance supplémentaire à terme. Moi, je pense que ces micro-points de croissance supplémentaires, ils ne justifient pas une mise en danger de nos productions et une mise en danger éventuellement de la santé des consommateurs, parce que ça a été souligné dans les débats récemment, l'utilisation par exemple des farines animales n'est pas régulée de la même manière au Canada que sur notre territoire. Je pense que de manière générale, l'urgence écologique nous impose de penser les choses autrement. Et donc moi, je prône ce qu'on pourrait appeler des accords cadres de partenariat de développement durable plutôt que des traités de libre-échange. Donc l'idée, ce serait de s'entendre avec nos partenaires commerciaux sur un objectif global de protection de la planète et de la santé, et de voir dans ce cadre qu'est-ce qui peut être échangé sans mettre en danger donc ces impératifs nécessaire. Et ce débat va continuer puisque l'Assemblée l'a adopté avec une courte majorité et le Sénat doit encore examiner cet accord à l'automne. Vous avez espoir qu'on puisse revenir dessus ? J'espère en tout cas que cette période permettra un débat informé sur la question, parce que je pense que les actions que vous avez évoquées, elles viennent aussi du fait qu'on a l'impression qu'il y a une chape de plomb, il n'y a pas eu de débat véritablement informé. Les citoyens semblent découvrir cet accord aujourd'hui et les effets néfastes. Je ne parle évidemment pas des associations qui sont mobilisées depuis un moment, mais on n'a pas eu ce temps d'échange, de débat nécessaire. Je rappelle que le CETA est entré en vigueur de manière provisoire avant la ratification par le Parlement en septembre 2017. Donc évidemment, démocratiquement, ça pose un vrai sujet. En tout cas, ça fait débat même au sein de la majorité, parce qu'il y a eu un nombre record de frondeurs au moment du vote à l'Assemblée. 8 votes contre au sein de la majorité, 54 abstentions. Qu'est-ce que vous vous dites, que ça y est, la République en marche est en train de se déliter ? Je pense qu'effectivement, sur ce sujet, sur les sujets environnementaux notamment, les masques tombent et que l'illusion du macronisme s'est dissipée. Et donc, c'est une bonne nouvelle qu'un certain nombre de parlementaires qui peut-être avaient rejoint le parti présidentiel de bonne foi réalisent qu'ils se sont trompés. Gabrielle Siri, parlons un peu du Parti Socialiste qui fait son retour à La Rochelle cette année. C'est un rendez-vous qui était incontournable pendant des années, qui avait disparu depuis 3 ans, ces fameuses universités d'été. Elles retournent à La Rochelle dans une quinzaine de jours. La Rochelle, c'est un peu le symbole de la belle époque pour le parti. C'est une façon de montrer que ça continue, que le PS n'est pas mort ? C'est une façon de réfléchir notamment à un certain nombre de sujets aussi divers que l'impératif environnemental avec des débats sur la finance verte par exemple, l'impératif social avec des débats sur l'action sociale dans nos territoires, une mise en avant de l'initiative Territoire Zéro Chômeur. C'est une façon de refonder notre logiciel socialiste. C'est un symbole d'aller à La Rochelle, ça aurait pu se passer ailleurs. Bien sûr, c'est un symbole. Je pense que les militants sont très heureux que ce rendez-vous soit de nouveau organisé. On a environ 1000 inscrits aujourd'hui, c'est un véritable engouement et c'est un moyen pour nous aussi de renouveler notre logiciel. Et j'insiste que dans ce renouvellement du logiciel socialiste, les prochaines municipales sont essentielles, notamment sur le fond, parce que qu'est-ce qui est intéressant
à mes yeux, aujourd'hui, pour l'avenir du PS et de la gauche, c'est de voir que sur nos territoires, un certain nombre de maires, qui sont souvent des femmes d'ailleurs, ont célébré le mariage de l'écologie et du social avec succès. Je pense bien sûr à Nathalie Appéré à Rennes, Johanna Roland à Nantes, pour la région Occitanie, Carole Delga, et bien sûr Anne Hidalgo à Paris. Et donc ce succès, qu'est-ce qu'elles ont démontré en réalité ces femmes? C'est que la lutte contre les inégalités et la lutte contre la pollution, la lutte contre le réchauffement climatique, ce sont les deux faces d'une même pièce. Pardon, vous-même, vous êtes économiste et vous travaillez aussi sur la finance verte. Le PS doit se refonder. La base, ça doit être l'écologie. Je pense que l'avenir, effectivement, de la gauche est dans une alliance de l'écologie et du social. Et je voudrais donner quelques exemples pour illustrer ce que je viens de dire sur la réussite des territoires que j'ai cités. Quand, par exemple, on encourage les transports en commun dans les différentes communes, par exemple à Paris, on peut le faire avec des mesures sociales comme la gratuité du pass Navigo pour les plus de 65 ans sous conditions de ressources. Et puis ça contribue, cette baisse de la place de la voiture et cet encouragement au transport en commun, à protéger la santé des citoyens, et d'abord la santé des citoyens les plus modestes, parce que qui pâtit en premier lieu de la pollution? Ceux qui vivent loin de leur lieu de travail, ceux qui ont les logements les moins bien isolés. Et donc, je le répète, vraiment, lutte contre les inégalités et contre le réchauffement climatique et la pollution sont les deux faces d'une même pièce, et c'est à partir de là qu'on doit refonder le Parti socialiste et la gauche aujourd'hui. Qui sera là à La Rochelle? Vous attendez de grandes personnalités de la gauche? Alors, on n'a pas confirmation encore de tous les participants, mais un certain nombre, donc déjà l'intégralité de la direction sera là, et pour les annonces, je laisserai Bernard Cazeneuve, par exemple, vous aimeriez qu'il vienne? Bernard Cazeneuve est un homme d'État reconnu, ce serait une bonne nouvelle qu'il soit là. Je ne suis pas sûre qu'il est encore confirmé. Je le cite parce que beaucoup parlent de lui comme un potentiel recours pour la gauche en vue de 2022. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, je vois qu'on se focalise beaucoup sur 2022, mais je vais vous faire une confidence. Moi, je ne sais pas qui sera candidat en 2022, et à ce stade, ça m'intéresse assez peu. Je pense que l'étape qui vient, l'étape essentielle, c'est l'étape des municipales, et donc je voudrais qu'on se concentre d'abord sur la refondation du projet, avec les axes que j'ai cités. Je citais des personnalités parce que récemment, il y a eu une belle affiche au mois de juillet autour d'Olivier Faure et de Patrick Kanner. On a vu se retrouver François Hollande, Lionel Jospin, Martine Aubry, Jean-Marc Ayrault et Bernard Cazeneuve, justement. Vous avez besoin d'eux aujourd'hui? Les fameux éléphants de l'époque? On a besoin de tout le monde, évidemment. On a besoin de l'expérience de ces grandes figures socialistes, et puis on a besoin de l'énergie, des compétences, et puis de l'inventivité sur les territoires de la nouvelle génération. Vous disiez 2022, c'est loin, c'est vrai. D'abord, il y a les municipales. Ça va être un moment décisif pour les socialistes. C'est le moment où il faut se refaire? Je pense que ce sera le moment où on verra que le bilan des maires sortants est reconnu, et que ces grandes figures locales incarnent toujours quelque chose aux yeux des citoyens. Le PS est encore extrêmement implanté localement. Je citais donc les villes de Rennes, de Nantes, on pourrait citer Lille, Paris évidemment, où on voit bien qu'il y a eu la réussite de l'alliance de l'écologie et du social sur ces territoires. Et je pense qu'à partir de là, effectivement, tout est possible, sans hégémonie du Parti socialiste, puisque la stratégie qui a été adoptée aux européennes, c'était précisément de s'ouvrir, de faire appel à des nouvelles personnalités, des nouvelles tendances pour réussir à refonder la gauche. Mais ça n'a convaincu que 6% des électeurs au moment des européennes. Qu'est-ce qui vous fait penser que ça puisse changer d'ici au mois de mars de l'année prochaine? Regardez les sondages au municipal, par exemple. Les personnalités que je viens de citer sont toutes en tête des intentions de vote. Donc Johanna Roland, par exemple, a plus de 33% au premier tour. Anne Hidalgo, qui est aussi annoncée en tête à Paris. Donc je pense que ça témoigne tout simplement du crédit qui est accordé à ces personnalités, et de la réussite au-delà de l'appareil socialiste, la réussite d'initiatives concrètes sur les territoires, encore une fois, qui allient social et écologie. Et je vais citer un autre exemple. Quand on rénove, par exemple, les logements sociaux à Paris, c'est 4500 logements sociaux qui sont rénovés chaque année. C'est d'abord pour baisser la facture énergétique de ces ménages les plus modestes, et c'est aussi, bien sûr, pour lutter contre la surconsommation énergétique. Donc toutes ces mesures, si vous voulez, les mesures sociales sont passées au crible de l'impératif écologique, et inversement. Et parmi les sortants
socialistes, il y en a quand même certains qui pourraient être tentés de rejoindre La République En Marche. En tout cas, c'est ce que tente de faire la majorité, d'essayer de les convaincre, notamment Jean-Yves Le Drian qui décroche son téléphone pour essayer de les convaincre. C'est quelque chose que vous craignez d'avoir une fuite comme ça vers LREM? C'est pas quelque chose qu'on craint parce qu'aujourd'hui, je pense que l'illusion macroniste s'est totalement dissipée. Il faut voir que le parti présidentiel, s'il sollicite un de ses ministres pour passer des coups de fil, c'est pour compenser un manque d'implantation territoriale criant. Et donc je pense qu'idéologiquement, ça n'a aucun sens aujourd'hui pour un socialiste de rejoindre La République En Marche. Et en plus, même en termes d'opportunités personnelles, je pense que ce serait un assez mauvais calcul et que ceux qui voudraient aller à la soupe seraient assez mal servis. C'est dit. Merci Gabrielle Siri d'être venue ce matin dans le studio d'Europe 1. Très bonne journée, bon week-end. Merci, bon week-end à vous.